pastorale, on a une vitalité dans une campagne qu'on les garde. Et les garder, c'est en mettant en avant. Alors moi je suis, donc je m'appelle Pierre Vaugarnic, je suis éleveur de rouge des prés, une race locale, dans la Sarthe, l'ouest de la France, et je suis aussi accessoirement secrétaire général de la Fédération nationale bovine. Aujourd'hui, on vit une tromperie qui est insupportable. Parce que cette grande ouverture, il faut quand même savoir qu'elle se fait à normes qui ne sont pas les mêmes. Moi, cette grande ouverture, moi, me gêne pas quelque part. À une seule condition, c'est que les produits qui sont dans nos assiettes, ils correspondent à la norme française et européenne. Ce qui n'est absolument pas le cas. Ni en termes de bien-être animal, ni en termes de moyens de production, de conditions de production. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement de la tromperie. Et moi, vous savez, je fais partie des éleveurs qui ont connu 2001. Qui à un moment donné ont connu ce que pouvait être 2001, et puis depuis il y a eu des scandales alimentaires. Ce que pouvait être, à juste titre d'ailleurs, un consommateur qui à un moment donné se sent trompé. Moi, vous savez, ce métier, je le fais. Je le fais avec passion, et aussi avec fierté, et aussi la fierté d'apporter au consommateur chaque jour un produit, bon, on peut toujours s'améliorer, enfin en tout cas que j'essaie de faire le moins mal possible, le mieux possible. Et il est de mon droit, il est de mon devoir aussi de dénoncer des pratiques qui pourraient être, je vais dire, des tromperies ou tout du moins des détournements d'informations. Aujourd'hui, faire croire aux consommateurs français que toutes les viandes sont produites dans les conditions tout particulièrement françaises, eh ben c'est un mensonge. Voilà, je pense qu'il faut le dire. Et ce petit bout de drapeau et cette promotion que l'on fait aujourd'hui, c'est aussi dans ce sens-là. Voilà. C'est pas du protectionnisme, c'est de l'information. Moi, quelqu'un qui veut aller, si je l'ai pas entendu, si quelqu'un me dit tout à l'heure, vous savez, moi je veux manger de la viande indienne. Je veux dire, c'est son choix et c'est ça. Moi, je pense qu'il faut le respecter. Voilà, c'est comme ça. Si demain des gens me disent, moi, vous savez, moi je crois en les vertus des anabolisants et moi je veux manger des viandes américaines faites dans les feedlots, c'est leur droit. Pourquoi pas? Je pense, la seule chose que je réclame, c'est simplement de la transparence et de l'information, de la juste information. Parce que derrière ces logos et derrière toutes ces réglementations, même moi qui suis un peu au joug de l'histoire, moi je peux vous dire que lire une étiquette aujourd'hui, ça aussi c'est des choses que j'ai entendues. Vous savez, je suis d'accord avec vous et tout, mais vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile. Et bien moi le premier, lorsque je vais avec mon épouse faire des courses, très sincèrement, c'est pas facile. Et je l'avoue modestement, et Dieu sait que je devrais être au point. À des fois, il m'arrive de regarder l'étiquette et de dire, mais au fait, ça c'est quoi? Vous savez, c'est quand même très... Tout ça, c'est très mesquin, quoi. Alors, je me présente, je m'appelle Charles, c'est mon nom de famille, Jean-René, mon prénom. Donc j'ai 53 ans, je suis marié, j'ai 3 enfants. Mon plus jeune a 21 ans. Et je suis éleveur de porcs dans les Côtes-d'Armor. Donc si j'ai fait la démarche de venir aujourd'hui, c'est un sacrifice, parce qu'il a fallu que je m'organise. On travaille à deux sur l'exploitation, chez moi qui suis le patron et un salarié. Donc il a fallu que je m'organise pour être présent aujourd'hui. Et pour moi, c'est une démarche extrêmement intéressante, puisqu'on va vers la population. Alors justement, comment les gens réagissent à votre action aujourd'hui? Globalement, vous savez, les gens, ici c'est un endroit de circulation, une gare, les gens ne viennent pas là pour se promener, c'est un endroit de passage, mais globalement on est très bien accueillis quand même. Je vois que pratiquement 80% des gens acceptent le flyer et 10% acceptent la discussion ou souhaitent discuter avec les éleveurs pour le plus souvent nous apporter leur soutien. Là, notre action fait suite aux différentes manifestations qu'on a pu voir ces derniers temps, notamment sur les cotations des prix en porc principalement, parce que la fixation du prix se fait à Plérin dans les Côtes-d'Armor, et je pense que les gens ont compris que les éleveurs français ont des contraintes franco-françaises
Et leur survie, parce que là on parle maintenant de survie, leur survie dépendra de la façon dont les gens en France ici vont, par leur acte d'achat, par la façon dont ils vont consommer, vont permettre une résistance des élevages et puis manger français. C'est le B à bas. Je pense que les organismes publics, les administrations, tout ça, c'est quand même des choses financées par un peu nous, si on peut dire. Et quand même, c'est le comble de ne pas quand même manger de produits français, de viande française notamment. Alors après, je peux comprendre que le gestionnaire de ces entreprises-là, qui pourtant sont des entreprises publiques, a un budget à respecter. Maintenant, je pense que peut-être faudra faire un effort. On demandera aux gens de payer 50 centimes de plus sur leur repas pour avoir une garantie d'avoir une viande française. Mais ça vaut le coup parce que derrière ça, c'est ce qui est bien expliqué sur le flyer, derrière ça quand même, on fait travailler des gens français. On sait d'où ça vient, on sait comment c'est fait, on connaît les contraintes qu'on impose à l'élevage. Je dirais qu'ils ne sont pas des contraintes, ce sont des choses normales. Je dirais qu'ils vont au-delà des normes européennes, on en est fiers, mais par contre, en contrepartie, il faut quand même qu'on achète français, ou alors on marche la tête. Alors, est-ce que l'Union européenne, justement, ne risque pas de sanctionner l'État français s'il met en place cette espèce de protectionnisme? Parce que l'Union européenne, c'est voilà, libre circulation des biens... On est bien d'accord, mais globalement, c'est ce qui se passe quand même dans les autres pays. L'Allemagne, l'Espagne protègent leurs éleveurs, en faisant des promotions importantes quand même sur les produits de leur région. Et c'est surtout nous, notre exigence, notamment en viande de porc, je pense que la grande surface a compris. La grande surface, pour X raisons, hein, pour aussi leur image. Ils ont compris et en viande fraîche, en viande à l'étal, il n'y a pas de souci. Je crois que globalement l'image est passée d'avoir à l'étal des produits français. Notre gros souci, c'est notamment en viande de porc, puisque le porc est un animal qui est beaucoup transformé, que vous retrouvez en différentes choses, en plats préparés, en charcuterie, en produits transformés. C'est surtout sur les produits transformés, c'est sur les salaisonniers et les grosses entreprises de salaison qui ne jouent pas forcément le jeu. Alors elles font ce qu'elles veulent, mais qu'au moins les gens, quand ils achètent, ils savent qu'ils achètent des produits certainement fabriqués en France. On est bien d'accord sur le mot fabriqué en France, mais des produits élevés et produits en France. Attention au logo. Et ça, je pense que c'est le but de la démarche ici. D'une part, un soutien des gens, mais aussi dans leur acte d'achat, leur dire regardez bien ce que vous achetez, soyez exigeants avec vos vendeurs, en leur demandant c'est quoi ça, c'est quoi, d'où ça vient, dites-moi comment c'est fait. L'agriculture est abandonnée à mon avis. On la laisse au libéralisme. Bon, ok pour le libéralisme, mais dans ce cas-là, on donne les moyens aux éleveurs français. Ici en France, on nous met des contraintes qui sont justifiées ou non justifiées, en tout cas on les a. Et en contrepartie, on nous dit, c'est comme si on fait une course de vélo, on nous dit, voilà, les Français, vous venez par ici, on vous met 10 kilos de plus que les autres sur votre vélo. Et la question actuellement qu'il faut se poser, comment se fait-il qu'il reste encore des éleveurs en France? Mais comment ils font? Parce que ça fait 15 ans que ça dure. Il me semble qu'il y a, selon les statistiques, il y aurait 2 agriculteurs et éleveurs par jour qui commettraient un suicide. Alors, je pense que le suicide, c'est quand même l'extrême. Et ça bah c'est le drame, c'est le drame. Moi, j'en suis pas là, mais j'ai des moments de déprime, hein, des gros moments de déprime. Parce que quand vous voyez vos relevés de compte en fin de mois, que non pas vous avez rien gagné, mais vous avez perdu de l'argent. Il faut des aliments, tous les frais que vous avez autour de votre élevage, il faut bien les payer. Les salariés, il faut bien les payer aussi. Toutes vos charges. Et vous vous retrouvez avec des comptes qui sont négatifs. Pour la même fonction qu'on fait nous, que je fais moi, éleveur de porc, il a fallu multiplier par 4 le volume pour gagner moins. Par rapport à nos parents. Nos parents vivaient très bien sur des petites fermes. Et nous, uniquement pour survivre, on a été, et puis aussi pour essayer d'avoir une vie. Disons que en ce qui me concerne, tenir un élevage, c'est très prenant. Je vois déjà des gens qui ont un animal de compagnie, tellement ils sont pris déjà avec un animal de compagnie,
tellement ça leur prend du temps, c'est compliqué quand il faut partir ou autre chose, c'est compliqué de le faire garder, par exemple. Et nous, c'est comme ça, c'est 24 sur 24. Nous, on est pris par nos animaux, il y a toujours des choses, il y a de la maintenance à faire dans les élevages aussi, il y a X choses à faire, et le dimanche, il faut travailler, les bêtes, elles ne savent pas que c'est le week-end. Donc moi, je fais ce qu'on appelle du naissage aussi, donc on donne la vie, on met au monde des animaux, donc tout ça est très prenant. Alors, pour avoir une certaine qualité de vie, je dirais, travailler à deux en binôme, c'est bien. Parce que la preuve, aujourd'hui, je suis là et je sais que mon binôme est sur l'élevage, donc on s'est organisé pour qu'il puisse passer quand même une journée normalement convenable. Donc c'est indispensable. Travailler seul, c'est impossible. Et une dernière question, je ne sais pas si vous êtes au courant du traité transatlantique qu'on essaie de négocier entre les États-Unis et l'Union européenne. Et en gros, il y aura une zone de libre-échange, et cette fois-ci aussi avec les États-Unis, qui pourront donc exporter en Europe tous leurs produits agricoles qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Est-ce que vous auriez quelque chose à exprimer sur ce sujet? Est-ce que pour vous c'est une nouvelle menace qui va encore paupériser? Très mauvaise menace, très très mauvaise menace. Alors avec surtout là c'est pareil, distorsion de concurrence, on ne joue pas dans la même cour. Moi, nous on fait partie des TPE, des très petites entreprises. On est de l'agriculture familiale. Les États-Unis, c'est autre chose. Par contre, les échanges, ce sont des échanges commerciaux. En contrepartie, peut-être on prendra des avions, enfin bref. Mais si on sacrifie l'agriculture pour du business comme ça, croyez-moi qu'on ne se laissera pas abattre. On le fera savoir. On le fera savoir, haut et fort. Mais, à mon avis, les choses s'inverseront que si l'opinion nous soutient. C'est bien commencé, les gens ont compris. Puis il y a l'enjeu quand même aussi du manger français, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le monde, on ne sait jamais. On peut avoir une pénurie, on peut avoir une sécheresse, on peut avoir un phénomène qui fasse qu'on manque d'alimentation. Et si notre pays n'est... Alors que c'est la France quand même. La France, c'est un pays de production. Si notre pays ne peut pas déjà subvenir aux besoins de sa population, je ne vous dis pas, les gens feraient la queue dans les magasins pour avoir un peu à manger. Je ne vous dis pas Donc il faut être conscient de ça quand même. Voilà. Madame, je vous invite à lire ça, c'est constructeurs d'élevage. Il est appelé en français. Oui, je le soutiens, je suis Bretagne, alors... Ah ben, raison plus, moi aussi. On va s'en voir. Michel Grosbois, je suis agriculteur dans le Maine-et-Loire, en limite de Loire-Atlantique, région d'élevage. Je suis éleveur de vaches allaitantes et de moutons. Chez nous, ce qu'on pouvait expliquer une ferme moyenne, c'était 40 hectares. Enfin 40 hectares, voilà 25 ans, oui 40 hectares c'était une moyenne. Donc à 40 hectares, on pouvait vivre Oui, convenablement. certainement. Et vous aujourd'hui, vous êtes à la tête de combien d'hectares? Est-ce que vous arrivez 120 hectares, voilà. Et vous arrivez à joindre les deux bouts? Donc un peu mieux parce que j'ai une production ovine qui nous permet d'avoir plus de revenus. La production bovine ne permettant pas d'avoir un revenu, c'est un peu la production ovine qui compense. Sachant que la production ovine a été longtemps aussi déficitaire et c'était plus facilement les vaches allaitantes qui nous faisaient vivre que la production ovine. Mais là aussi, la production ovine, comme nous n'avons jamais pu investir faute de revenus, le jour que les revenus ont augmenté, on n'avait pas d'investissement et ça nous a permis de nous rééquilibrer. D'accord. Alors, on parle beaucoup de l'Union européenne et des aides qu'elle apporte via la PAC, mais est-ce que l'Union européenne, finalement, c'est pas plus une menace qu'une opportunité pour vous, étant donné que les frontières sont totalement ouvertes, on peut recevoir des produits de partout, etc. La menace que je disais, j'en parlais à un député là, qui descendait du train tout à l'heure, de Vendée, je lui demandais justement la question, est-ce que, en dehors de l'Europe et tout ça,
est-ce que le pouvoir de l'Europe, le pouvoir de nos politiques, est-ce qu'il n'est même pas plus faible que beaucoup de grands magmas de la finance? Quand aujourd'hui on sait que dans l'agroalimentaire, c'est beaucoup plus des financiers que des producteurs, quand on sait qu'à une époque où les céréales augmentaient, rien que dans la traversée, la traversée de l'Atlantique, le céréal il y avait eu de la spéculation qui avait fait que le céréal avait augmenté en prix. Est-ce que ces puissances financières ne sont pas plus fortes que tous nos députés européens et tous nos ministres de l'agriculture européens? Alors, qui domine le secteur de l'agro-industrie en France? Là, je ne pourrais pas vous dire, mais il y a là, il faudrait plus en parler à nos représentants. Je ne suis qu'un simple agriculteur qui a laissé sa ferme pour une demi-journée. Voilà. Et est-ce que vous avez des enfants et est-ce qu'ils pensent reprendre votre activité? Les 4 enfants, j'ai 3 garçons et une fille. Les 3 ont été en école d'agriculture. De là, aujourd'hui, 2 sont en fin de cycle. Ils font sans doute, ils resteront dans le domaine agricole, mais de là à reprendre une exploitation, sans doute que non. Ils sont inquiets pour leur avenir? Oui, et puis dans une époque où on me donne beaucoup de temps pour le temps libre, pour des choses comme ça, c'est pas forcément ce qu'on peut trouver dans le monde agricole.